J'ai préparé une petite dissertation assez classique là, pour cette occasion aujourd'hui. Puis je vais simplement vous en lire quelques passages jusqu'à ce que mon temps soit écoulé, espérant avoir au moins pu mettre le doigt sur ce sur quoi je suis à la recherche. Je le dirais ainsi, c'est que je veux cerner dans le corpus de la pensée politique moderne les contours de quelque chose qui serait une tradition mineure, là, qui serait identifiable et cohérente, dont le milieu commun serait une critique radicale de la puissance instituée. C'est la manière la plus générale que je peux le dire. Et cette critique-là, je la qualifie de tendance anarchisante, donc un nihilisme anarchisant moderne qui s'adresse aux politiques. Et donc, en quoi cette tradition, elle peut être associée à quelque chose qui serait une nébuleuse nihiliste. Si ça existe, si c'est utile, je ne le sais pas. Donc, une nébuleuse nihiliste au sein de la pensée politique moderne, il faut déjà que je le définisse un peu. Donc, qu'est-ce que j'entends par nihilisme dans la pensée politique moderne? Je dirais que c'est l'ensemble des réflexions, des pensées, des théories qui, à différentes fins, persiste à porter son attention sur les expressions noires, malicieuses, ignobles ou simplement négatives ou irréparables de la réalité politique. Donc, c'est une catégorisation qui est large un peu, hein, mais qui, je crois, fonctionne, qui permet là, de réunir toutes ces pensées qui se mettent en rapport avec quelque chose comme le mal politique. On parlait du mal ce matin. On se demandait si on devait utiliser mal ou merde dans le cas du nihilisme. Puis je pense qu'on peut garder cette polarité-là en tension. C'est pas crucial pour mon propos. Donc, le mal politique, c'est-à-dire la rupture, l'inachèvement, l'échec, l'éclatement, la décadence, voire l'obscénité du pouvoir, la corruption, la cruauté, la violence, la tragédie. Donc, ces auteurs que l'on dit sceptiques, pessimistes, désespérés ou simplement, et c'est l'expression que moi je préfère, c'est les auteurs mécréants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi. Donc, c'est ma catégorie de nihilisme là, que je vous propose. Et donc, disant cela, je précise ce que je ne fais pas, c'est-à-dire que je ne fais pas un usage sociologique. Je ne suis pas en train de dire on vit à une époque nihiliste. Il y a des auteurs qui nous disent qu'on vit dans une époque nihiliste. Je ne touche pas à ça dans mon propos. C'est un propos très historien. Et deuxièmement, surtout, je n'en fais pas une proposition métaphysique. Je ne tente pas d'expliquer le réel par l'hypothèse nihiliste. Je vous dis, bon, il y a une tradition de pensée que j'appelle nihiliste et c'est ce dont je vous parle. Je m'en tiens à ça. Donc, précaution prise, le nihilisme dont je parle dans ces auteurs-là, que je vais vous présenter à l'instant, c'est une posture épistémologique, c'est-à-dire une manière de connaître, et je la définis ainsi. Elle désignerait la recherche d'une structure d'attention qui permette de rendre visible et de soumettre à l'examen l'élément de destruction inhérent à la vie politique. C'est une structure d'attention, le nihilisme. Structure d'attention mécréante. Et c'est ce que j'appelle cette pensée de la ruine. Donc, ce n'est pas une pensée qui produit de la ruine ce faisant, c'est une pensée qui examine la ruine, qui reste auprès de la ruine, si on veut. Cette tendance anarchisante de la tradition nihiliste, si on peut parler comme ça, elle est également résolument moderne au double sens que d'abord, elle se meut, suivant les bonnes vieilles catégories platoniciennes, elle se meut dans l'élément immanent, dans l'élément historique, dans le contingent, dans le périssable, dans la dimension éphémère de la vie politique. Deuxièmement, cette tendance, elle est moderne parce qu'elle se caractérise, et c'est ça qui va m'intéresser dans la suite de ma présentation, elle se caractérise par un attachement à l'analyse et à la critique de l'État. Son objet, c'est l'État, qui est la figure par excellence de la modernité politique, tant en théorie qu'en pratique.
Donc, si je veux, là, je commence mon catalogue. J'essaie de vous dire sur une flèche du temps qui fait quoi. Et je nomme 3 messieurs qui seraient à l'arrière-plan de cette tradition-là, mais qui n'en font pas partie. Mais sans qui cette tradition ne pourrait exister. Machiavel d'abord, hein, qui propose une conception non progressive du temps politique. Il y a des accidents qui s'appellent liberté, puis après le reste du temps, ça ne va pas très bien. Puis on ne s'en va pas quelque part avec ça. Donc Machiavel, qui a un rapport très, disons, terrestre à l'institution politique, si l'on veut, qui inaugure une certaine manière relativement pessimiste de regarder le politique. Ensuite, Hobbes, bien sûr, pas tellement pour son personnage du Léviathan, mais par le fait qu'il a rendu visible la structure de la souveraineté qui est un coup de force herméneutique. Le souverain, c'est celui qui décide qu'est-ce qu'un miracle. Puis on va l'écouter tout le monde, puis il n'y aura plus de guerre de religion. Donc il y a comme une structure grammaticale de l'État moderne, si on veut, et Hobbes, de manière encore une fois très décomplexée, il dit « ben oui, c'est ça un État, c'est pas grave ». Troisièmement, Hegel, hein, qui a ramené la raison spéculative sur un plan d'horizontalité. C'est pas quelque chose qui arrive du cosmos, c'est quelque chose qui se passe dans le rapport aux choses, okay? Puis qui avale tout au fur et à mesure de ces frottements dans le réel, si on veut. Et évidemment, dans les 3 cas, Machiavel, Hobbes ou Hegel, on ne peut certainement pas les qualifier de nihilistes. Pour ceci en particulier, que ce sont 3 penseurs de l'État qui ont eu toujours à cœur la réussite du pouvoir. Ce sont des penseurs de la réussite de la fondation, si on veut, et ce sont des penseurs de la nécessité de l'État, mais une nécessité qu'on va justifier de manière immanente. Néanmoins, donc, je le dis, c'est sur cet édifice-là où après ce passage, après ce désenchantement premier qui correspond à la naissance de l'État moderne, que va s'édifier, c'est un très mauvais choix de terme, cette pensée que je qualifie de nihiliste anarchisante. Et pour moi, les grandes figures de ce courant de pensée-là, ce sont Nietzsche et Marx. Et plus je continue, c'est une esquisse. Hein? Si je vais un petit peu plus précisément, je dis, OK, bon, ça commence au 19e siècle, ce courant de pensée-là. On a 2 grandes figures, Nietzsche et Marx. Ça s'édifie sur l'idée d'une conception immanente de la puissance instituée. Et je trouve, à partir du 19e siècle, disons, 3 courants à l'intérieur de ce mouvement-là, et je vous les présente immédiatement. Premier courant, je l'appelle l'école du grotesque volontaire. Alors, il me semble que le véritable accoucheur de cette tradition nihiliste est Friedrich Nietzsche, particulièrement en ceci qu'il a fourni une théorie de la domestication, selon laquelle la grammaire éducative, tout comme la morale et comme la science elle-même, est un système de signification arbitraire fixé dans l'existence par l'usage expansif et polymorphe de la violence, hein, une volonté de puissance qui se prend elle-même pour objet. Foucault reprendra cette théorie de la domestication sous le terme de discipline. Et cette manière de poser les problèmes politiques donnera lieu à l'approche dite généalogique avec le succès qu'on lui connaît. Quant à Peter Sloterdijk, il va réinvestir cette théorie sous la bannière de l'anthropotechnique, réflexion sur le processus d'hominisation qui inclut dans son appréhension les processus symboliques. Donc, la trame de fond commune à ces entreprises intellectuelles consiste à voir comment se fabriquent ce qu'on peut appeler les systèmes de réalité, à partir du dressage des corps, de l'organisation de l'espace et des techniques psychosociales les plus diverses et étonnantes. Et donc, dans ce courant, peu de considération métaphysique est accordée à l'État. Ainsi, le célèbre passage de la généalogie de la morale, qu'on a évoqué un petit peu tantôt, de Nietzsche. J'ai employé le mot « État ». Il est aisé de concevoir ce que j'entends par là, une horde quelconque de blondes bêtes de proie. Bon, on connaît le mot de Nietzsche sur l'État.
Et donc, ce courant-là, si on l'élargit au maximum de toutes ses parentés, il inclut la longue liste des jouisseurs impénitents, des clowns sacrés et autres théoriciens de l'humeur qui, à la manière de Nietzsche, de Foucault, de Sloterdijk, taquinent par tous les moyens l'esprit de sérieux de tout pouvoir, qui se donnent la liberté de prendre de front non pas simplement le mal, mais aussi le laid, le vicieux, l'insignifiant, le philistin, le concupiscent, le dépressif, l'infantile, et qui en font une matière de philosophie politique. Ainsi, le marquis de Sade qui fonde des républiques coïtales en marge de la Révolution française. Georges Bataille qui fouille les pulsions refoulées de l'accumulation capitaliste pour y faire jouer sans vergogne tous les désirs de destruction. Charles Bukowski qui, avec une sorte de tendresse improbable, offre sa mécréance en spectacle. Franz Kafka, dont les personnages conscients se liquéfient et se dispersent de manière absurde dans les mains du pouvoir comme dans les espoirs des pères. Clément Rosset, qui a proposé le rire sans reste pour exprimer la seule attitude possible devant toute l'ambition et l'impuissance concomitante de la civilisation occidentale. Gilles Deleuze, qui propose une œuvre dans laquelle il prend le parti de l'inverti, de l'immature, de l'enfant dans le dos, de Lewis Carroll, qui s'attarde au glissement, au gazon, qui propose ce qui serait une véritable philosophie en action du refus de l'État, etc., etc. Deuxième courant, je l'appelle le parti de l'égalitarisme récalcitrant. Et donc, l'autre véritable accoucheur de cette tradition est Karl Marx. Non pas Karl Marx, le dialecticien, là, j'en conviens, pas celui du manifeste du Parti communiste ou des manuscrits de 1844, mais plutôt l'historien matérialiste de la section 8 du Capital. Dans ce texte, à mon avis, majeur, qui porte sur l'accumulation primitive, Marx, dans la droite lignée de ses écrits de jeunesse sur la matérialité du langage, où il parle de la mauvaise haleine, produit une analyse historique du rôle du Parlement anglais dans le processus de dépossession et de prolétarisation de la paysannerie, qu'il place sans équivoque dans la parenté de l'approche généalogique de Nietzsche et de Foucault. Non seulement il démontre que l'État n'a pas d'autonomie propre, étant un instrument de violence au service de la classe bourgeoise, et ce faisant, il lui refuse entièrement la rationalité que Hegel lui accorde dans l'horizon de l'avènement historique du droit, mais surtout, il démontre que le capitalisme lui-même, parangon de la liberté libérale, trouve ses conditions d'existence historique dans l'exercice intéressé d'une violence d'État parfaitement arbitraire. Dans cette perspective, ce qui tient ensemble le travail de Marx et le fait de se refuser à accorder à la nature ou à la nécessité une préséance existentielle et objective à l'égalité. Faire autrement, et c'est la démonstration qui est contenue dans la section 8 du Capital, tient de la fabrication crapuleuse de fables justificatrices. Et donc, l'égalité est la seule vérité possible parce que tout ce qui n'en retourne pas est sujet à une ruine permanente. Et à ce titre-là, l'esprit des travaux de Marx a partie liée avec celui d'écrits d'auteurs tels que Étienne de la Boétie, le baron de la Hontan, Jean-Jacques Rousseau, Pierre Clastres ou encore Marshall Salins, qui tentent chacun à leur manière de penser le pouvoir, et spécifiquement son institution séparée, l'État, à partir de ce que j'appellerais l'hypothèse du degré zéro du pouvoir. C'est-à-dire qu'on postule qu'il existe une situation potentielle réelle supérieure d'égalité radicale, qui sera de l'ordre de l'amitié, de la possibilité de la non-corruption dans l'état de nature, des rituels de la société sans État, du bon sauvage rencontré en Amérique septentrionale, ou de l'existence documentée d'une abondance des sociétés primitives. Situation à l'aune de laquelle nous pouvons et devons et mesurons la légitimité du pouvoir institué. Dans cette posture, l'égalité comme expérience, comme candeur, comme entêtement, agit comme plan de démonstration de l'impossibilité ontologique du pouvoir hiérarchique séparé, justement fondé. Troisième courant, je l'appelle l'amicale des justes. Donc, un troisième groupe de penseurs doit être adjoint aux deux premiers mentionnés ici. De ce groupe, la figure pivot est celle de Walter Benjamin. En particulier, sa critique de la violence mérite d'être citée au titre de texte séminal d'une série qui, au XXe siècle, a contribué à approfondir et signifier de manière particulièrement forte la critique de l'État.
Cette position anarchisante, qui se fonde sur une analyse de la connivence mythique entre la violence et le droit, sera reprise notamment par Jacques Derrida, qui, dans Force de loi, revisite pas à pas les thématiques développées dans la critique de la violence. Elle sera également intégrée de manière plus diffuse par Giorgio Agamben dans ses travaux autour de la figure de Homo sacer et des arcanes de la souveraineté romaine, où il débusque la structure d'exception qui constitue cette même violence fondatrice de droit, rendue visible par Benjamin. Elle traversera enfin les travaux de l'anthropologue Michael Taussig, qui a voulu ethnographier le processus de perpétuelle fondation et donc de perpétuelle violence des États d'Amérique latine, notamment le Venezuela et la Colombie. Ce troisième courant d'une tendance nihiliste anarchisante en pensée politique moderne, on peut l'appeler un peu le parti de la pureté. Il s'inscrit dans l'affiliation d'un ensemble de penseurs plus larges qui sont associés d'une manière ou d'une autre au recours à la tradition juive. Ainsi, Derrida trouve les racines de son projet de justice comme différence dans les figures de la suspension chez Lévinas, posture qui a également des résonances dans les travaux de Jean-François Lyotard et aussi dans la littérature de Maurice Blanchot. Du côté du marxisme, avec les nuances que cela exige, l'œuvre de Ernst Bloch, son entêtement à penser la possibilité dans la dévastation, tout comme son refus catégorique de l'État, qu'il appelle la contrainte en soi, semble également devoir être mentionné au titre des œuvres précurseurs. Ici, pas de compromission, pas de compromis possible avec quelque forme séparée du pouvoir que ce soit. Tout pouvoir institué, toute affirmation unilatérale de justice est nécessairement viciée, est obligatoirement usurpatrice, elle est toujours mal fondée. La puissance terrestre est en quelque sorte ici un tabou. Elle n'appartient pas à ce monde et il faut se garder de ne jamais l'endosser. Une grande partie de la théorie qui traverse la mémoire des camps de concentration s'inscrit dans ce courant qui conçoit le pouvoir comme mal absolu et la fondation étatique comme racine satanique. J'ai passé une citation de Ernst Bloch où il dit que l'État montre son essence propre, qui est la contrainte en soi, païenne, satanique. Et donc, à ce groupe-là, on peut ajouter sans doute Hannah Arendt qui, dans son analyse sur les réfugiés de la Deuxième Guerre, montre l'incompossibilité du droit humain et de la souveraineté étatique. Donc ça, c'est mes trois courants. C'est la première partie de ma dissertation. Dans la deuxième partie, j'essaie de cerner ce problème dont il est question. Et donc, l'enjeu de cette tendance se trouve dans le fait d'opposer un refus que je veux qualifier de chronique. C'est un refus chronique au concept de violence nécessaire. L'exigence de cette forme de pensée, sa pratique spécifique, son chantier, est toujours de trouver le moyen, de prendre les moyens, de refuser, bloquer, contourner, remettre en question, bouder, moquer, historiciser, pleurer, accabler, endetter, débusquer l'usage politique de la violence. Et c'est l'obstination et la polymorphie des moyens, la résolution du maintien de l'irrésolu qui en indique le caractère chronique. Plus précisément, il s'agit dans ce travail de penser, de se refuser, sans jamais ne rien céder, à ce que l'usage de la violence politique sous-tend, à savoir une raison, une justification, une logique, une effectivité, une nécessité, une justice, et pour tout dire, une signification. La violence est sans signification. Elle est toujours insensée. Et c'est, à mon sens, cela, la description pratique de la tendance anarchisante du nihilisme politique moderne. Et ce qu'il convient de qualifier de morbide, de malin, de satanique, d'obscène au fondement du politique et auquel le nihilisme s'attache d'un étrange attachement, c'est bien ce marécage de la nécessité.
Ce que touche donc cette pensée de manière privilégiée, on le conçoit aisément, c'est la question classique de la fondation. Sur quelle base se fonde l'institution politique, le monopole, la violence, la puissance publique? Selon quelle logique le pouvoir peut-il se séparer de la société pour la mettre en ordre? Comment, par quelle modalité se constitue la verticalité, la hiérarchie, la séparation des classes? Quelle est la légitimité de l'État et sur quelle nécessité transcendante repose donc la répression qu'il ne manque pas d'exercer? Qu'est-ce qui fonde, alors que seule la contrainte arrive historiquement à créer du commun sous la forme d'État? On peut sans doute affirmer, sans trop risquer de trahir les auteurs que j'ai évoqués, qu'au fondement, il y a un mal irrécupérable sur lequel repose toute politique et qui fait de toute politique un champ de ruines, une vallée de larmes, un cimetière des innocents, une politique de la gestion du sacrifice, c'est-à-dire un élément non rédimable. Ceci, cela. Ça se pourrait que ça arrête ici. Oh, je peux lire, il va bien me rester 1 minute ou 2. Parce que j'ai toute une section sur les travaux qui découlent de cette approche-là, c'est-à-dire avec une épistémologie, il y a toujours une job à faire pour les chercheurs. Je l'élabore un petit peu, puis à la fin, j'essaie de nommer une éthique qui serait associée à cette posture de connaissance-là. Donc, je termine là-dessus. Quant à l'éthique qui informe cette pratique, je dirais qu'elle est d'abord le fait d'une décision, d'un coup de force existentiel qui consiste justement à ne pas prendre de décision. « I prefer not to », comme le dit le personnage de Melville qui a tant séduit Gilles Deleuze. C'est cet élément apodictique, le fait d'assumer cet élément en tant que siège d'une pensée vivante, située, qui forme le milieu à partir duquel peut s'élaborer la parole. Non pas, comme le baron de Munchausen, se tirer soi-même par les cheveux et ainsi se voir demander « Si tout est relatif, l'énoncé selon lequel tout est relatif n'est-il pas relatif? » Plutôt, développer une ascèse de la suspension qui diffère, qui reporte indéfiniment le jugement, la décision, l'application de la loi et, dans cette suspension, faire exister quelque chose comme la justice, rendre visible l'impossible, suivant Derrida. C'est justement cet élément apodictique, cette décision de la suspension, cet entêtement messianique qui permet ainsi à Marx de dire qu'un monde vrai est un monde juste. C'est également cette stratégie prophétique qui amène Gilles Deleuze à fouiller dans les glissements de la répétition, à faire du différent le moment premier et à choisir le schizophrène contre son psychanalyste. Dans tous les cas, l'éthique de la ruine est une participation au monde en désespoir de cause, à fond perdu. Pratique d'une forme étrange d'attachement, s'exprime dans cette éthique un désir de rapport avec la part sombre de la mondanité, une forme d'accompagnement, une forme de sobriété. Cette ascèse consiste dans sa pratique à rester au plus près de la violence, de la douleur que cause cette violence, sans en opérer de symbolisation, sans la justifier, sans non plus s'en détourner, l'ignorer ou la ressentir au sens du ressentiment de gauche qu'a correctement diagnostiqué Sloterdijk dans Colère et Temps. Simplement raisonner, R-E-S-O-N-N-E-R, à l'aide de l'œuvre et à l'aide de l'histoire comme à présent sans reste. Je termine là-dessus. Rester sobre auprès de l'actualisation du mythe selon lequel il faut tuer pour vivre, en témoigner et ainsi être ou rester humain, s'introjecter un futur valable, c'est-à-dire survivre. Voilà.